La troisième loi de Newton nous a permis de définir la quantité de mouvement. Eh bien, nous allons maintenant définir ce qu'on appelle le moment cinétique ou moment angulaire en utilisant le fameux produit vectoriel. Nous avions défini le moment d'une force par rapport au point P comme étant le produit vectoriel du vecteur PA par la force, A étant le point d'application de la force, P étant le point par rapport auquel on calcule le moment de cette force. Dans un système de coordonnées cartésiens à 3 dimensions, nous avions 3 vecteurs unités perpendiculaires entre eux dans la direction X, dans la direction Y, dans la direction Z. Rappelons-nous, le produit vectoriel est un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs. Ici, le système de coordonnées est orienté de telle façon que le produit vectoriel de X par Y donne le vecteur Z. De même, le produit vectoriel du vecteur 1y par 1z donne le vecteur 1x, et le produit vectoriel 1z par 1x donne 1y. Si j'ai un vecteur A avec ses composantes 3, 2, moins 5, et un vecteur B avec ses composantes 2, moins 3, 2, on peut calculer le produit vectoriel de A par B en utilisant le système de coordonnées cartésien. Pour faire ce produit vectoriel, il suffit de distribuer le produit. Donc j'ai le vecteur 1x produit vectoriel avec un x qui fait 0, puisque les deux vecteurs sont parallèles. Et donc j'ai 3 1x produit vectoriel avec moins 3 1y qui fait moins 9 1z. Et on continue ainsi de suite, en sachant effectivement que le produit vectoriel d'un x par un y donne un z, mais le produit vectoriel de 1y par un x donne moins un z. Après la distribution, le résultat final nous dit que le produit vectoriel de A par B est moins 11 dans la direction 1x, moins 16 dans la direction 1y, moins 13 dans la direction 1z. Nous savions aussi que la longueur de ce produit vectoriel est la longueur du premier vecteur A fois la longueur du deuxième vecteur B fois le sinus de l'angle entre ces deux vecteurs. On peut donc ainsi déterminer l'angle que forment ces deux vecteurs. Je calcule la norme du produit vectoriel qui fait racine de 546. Je calcule le produit de la norme de A par la norme de B qui est la racine de 646. Je peux donc trouver que le sinus bêta est de 0,919348, ce qui me permet de trouver que l'angle est de 66,831 degrés. En partant de la loi de Newton qui dit que la masse fois l'accélération est égale à la force, faisons le produit vectoriel par la position de l'objet. Le membre de droite n'est rien d'autre que le moment de la force par rapport au centre du système de coordonnées. On peut démontrer aisément que le membre de gauche n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps du produit vectoriel de la position par la quantité de mouvement. C'est le produit vectoriel de la position par la quantité du mouvement qui s'appelle le moment cinétique ou moment angulaire du point P par rapport au point O. Le moment angulaire étant le produit vectoriel de la position par la quantité de mouvement, il est donc perpendiculaire à la position et à la vitesse, donc il est perpendiculaire au plan de la trajectoire. Prenons un exemple simple d'un mouvement circulaire qui tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Le moment angulaire va pointer vers vous et sa longueur sera donc le rayon r multiplié par la masse fois la vitesse qui est oméga r. Donc la longueur du vecteur moment angulaire sera la masse m, le rayon au carré, multiplié par la vitesse angulaire oméga. Quel est le sens physique du moment angulaire ? Prenons une position OP et laissons passer une durée dt. Le vecteur OP se déplace donc d'une quantité VDT et balaye donc la surface ds d'un petit triangle. Rappelons que la surface d'un triangle est simplement la base fois la hauteur sur 2. Mais la hauteur est simplement le côté multiplié par le sinus de l'angle. On voit donc que 2 fois la surface de ce triangle n'est rien d'autre que la longueur du côté produit vectoriel avec la base. Donc la surface balayée des S n'est rien d'autre que 1,5 fois le produit vectoriel de OP
par le vecteur v dt. Donc, si je divise par dt, j'ai donc la dérivée du vecteur surface est égale à la moitié du produit vectoriel de la position par la vitesse. Ce qui signifie que le sens physique du moment angulaire L par rapport au point O est 2 fois la masse multipliée par la dérivée de la surface balayée par rapport au temps. Donc de l'équation du mouvement de Newton ma égale F, je déduis que la dérivée par rapport au temps du moment angulaire par rapport à un point O est égale au moment de la force calculée par rapport au point O. Et si ce moment est nul, alors le moment angulaire est une constante. C'est exactement ce qui se passe lorsque, par exemple, il s'agit d'une force centrale comme la gravitation. Si la force est dirigée de P vers O, le moment de cette force par rapport à O est nul, et donc le vecteur moment angulaire sera conservé et sera une constante. Ce qui signifie, entre autres, pour la gravitation, que la trajectoire est donc nécessairement plane et que l'air balayé par unité de temps est une constante. C'était une des lois de M. Kepler. Supposons que j'ai 3 corps avec toutes les forces internes entre ces 3 corps. Je peux écrire les 3 équations du mouvement sur la particule A, sur la particule B et sur la particule C. J'ai le centre de coordonnées O, je fais le produit vectoriel de la position de A par la masse fois l'accélération de A, j'ajoute la même quantité pour B et la même quantité pour C. Cette somme est forcément égale à la somme des moments des forces agissant sur les corps. J'utilise la troisième loi de Newton et je regroupe les forces réciproques. La somme de tous les moments de force s'écrira donc comme OA moins OB produit vectoriel avec la force de B sur A, plus OC moins OA produit vectoriel de la force agissant de A sur C, plus OB moins OC produit vectoriel de la force agissant de C sur B. Mais OA moins OB n'est rien d'autre que BA. De même, OC moins OA n'est que AC, et OB moins OC n'est que CB. Et comme toutes les forces internes sont parallèles à ces vecteurs, la force de B sur A est parallèle à BA, de même la force de A sur C est parallèle à AC, la force de C sur B est parallèle à CB, ce qui signifie que la somme des moments est nulle. Donc lorsqu'il n'y a que des forces internes, le moment angulaire total est une constante. Le petit film qui suit illustre cette conservation du moment cinétique total. Sur un fil fin et résistant d'environ 50 cm de longueur, enfilons un bouton, ou mieux encore, un écrou d'acier aussi lourd que possible. Sans tendre le fil, mettons l'écrou en rotation en faisant décrire des cercles à chacune des 2 mains. Lorsque l'écrou tourne suffisamment vite, arrêtons de faire tourner les mains et tendons progressivement le fil. Le ralenti montre que l'écrou décrit des cercles de plus en plus petits, mais avec une vitesse angulaire de plus en plus grande. L'écrou sur son fil constitue un système mécanique pseudo-isolé. Cela signifie que son moment cinétique se conserve au cours du temps. Or, celui-ci est proportionnel à la vitesse angulaire de rotation du boulon, ainsi qu'au carré du rayon de sa trajectoire. Si on diminue le rayon du cercle en tirant sur le fil, la vitesse angulaire doit augmenter pour respecter la loi de conservation. L'écrou tourne ainsi de plus en plus vite sur un cercle de rayon de plus en plus petit. Nous avions vu que dans un mouvement circulaire, le moment angulaire était oméga fois r carré fois la masse. Il y a conservation de ce moment angulaire, donc si le rayon R2 est plus petit qu'R1, il faut nécessairement que la vitesse angulaire numéro 2 soit plus grande que la vitesse angulaire numéro 1.
Reprenons un système de 3 particules avec des forces internes et exprimons le moment angulaire total par rapport à point O, centre de coordonnées. Nous allons tout recalculer par rapport au centre de masse G de ce système. On peut exprimer les positions de point A par rapport au centre O comme étant la position du centre de masse G par rapport à O, plus le vecteur qui va de G à A. Il en est de même de la vitesse de A par rapport à O et la vitesse de A par rapport à G, plus la vitesse de G par rapport à O. Si j'injecte les valeurs des positions et des vitesses dans le moment angulaire total, je peux constater que le moment angulaire total par rapport à O est le moment angulaire du centre de masse par rapport à O, plus le moment angulaire total de ces masses par rapport au centre de masse. Donc le moment angulaire total par rapport à un point O, centre des systèmes de coordonnées, est le moment angulaire du centre de masse par rapport à O, plus le moment angulaire total par rapport au centre de masse. Si le corps est rigide, cette expression se simplifie encore. S'il est rigide, cela signifie que la distance entre G et A ne peut pas changer et que donc A doit avoir un mouvement circulaire autour du centre de masse. Et pour les mouvements circulaires, le moment angulaire est simplement la masse fois le rayon au carré multiplié par la vitesse angulaire. Et la vitesse angulaire, bien entendu, doit être la même pour les 3 points A, B, C. On a donc une expression, le moment angulaire total par rapport au centre de masse est simplement oméga fois la masse de A, le rayon de A au carré, plus la masse de B fois le rayon de B au carré, etc. Le moment angulaire total par rapport au centre de masse est donc oméga fois une quantité que l'on note grand I et qu'on appelle moment d'inertie. Ce moment d'inertie est la somme des masses fois la distance au carré au centre de masse. Lorsqu'on est devant des corps continus, on doit passer évidemment par un calcul intégral qu'on ne vous demandera jamais. Voici quelques exemples de moments d'inertie pour une barre, pour une sphère, pour un cylindre creux et pour un cylindre plein. De façon générale, le moment d'inertie ayant les dimensions de kilogrammes fois des mètres au carré, on peut écrire que le moment d'inertie I est un certain nombre K fois la masse de l'objet fois une certaine longueur au carré caractéristique de cet objet.